Hop hop hop, allez allez, cette semaine pas d'intro, on n'est pas là pour éplucher des radis avec des dés à coudre. Hop hop hop, cette semaine, pas d'intro, on n'est pas là pour éplucher des radis avec des dés à coudre, c'est le suivi du menu crowdfunding, on s'apprête à faire un petit passage en revue des projets qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter et GameFound et compagnie. Du coup, sans plus tarder, hop, on saute directement vers les projets annulés puisqu'il y en aura deux cette semaine, le premier étant Ballads and Tales, Journey of the Brave, on s'en fout de quand je l'ai présenté puisque le projet est annulé en l'état malgré 268 contributeurs, 19 000 € d'engrangés, mais la campagne a bien été annulée. C'est vrai qu'elle n'était pas très jolie, hein, ça rappelait un petit peu le Moyen-Âge du jeu de société, hein, c'est un jeu à l'allemande en même temps, donc ça se comprend aussi de ce fait. Juste par curiosité, est-ce qu'il y aura une nouvelle campagne? Apparemment, we will be back at the end of April, donc apparemment, il y aura une seconde tentative pour Ballads and Tales courant avril à venir, donc il n'y aura pas trop de temps à attendre pour une seconde tentative de Ballads and Tales, qui devrait, ceci étant dit, être assurément aussi moche qu'il ne l'était déjà en fait dans cette première campagne, donc on verra bien ce que ça donne, mais a priori je suis pas convaincu que ça fasse tellement mieux que cette première tentative. Autre campagne annulée également, et pourtant elle avait été présentée dans le menu crowdfunding il y a 3 jours à peine en date du 19 février dernier. Il s'agit de Eye of Zamrock Invasion, annulé très rapidement malgré 25 000 € d'engrangés, ce qui pour un premier projet pour Infinite Galaxy était loin d'être ridicule, mais il en fallait quand même 65 000. Ils ont peut-être visé un chouïa haut pour une première tentative de financement sur Kickstarter. Mais en même temps, c'est tout à leur mérite, hein. On voit assez peu de campagnes avec des seuils de financement honnêtes, donc là c'était le cas. Pourquoi pas, après tout c'est sympa, mais c'est vrai que pour l'instant, comme je l'avais dit il y a 2-3 jours, il n'y avait pas grand chose qui me permettait de le démarquer des autres jeux de cette même catégorie, de ce même acabit, et du coup, ils n'ont pas réussi à attirer tant de contributeurs qu'ils ne l'espéraient. Et du coup, pour ce qui est d'une nouvelle tentative, potentiellement, We Will Relaunch Soon, donc apparemment ça devrait revenir sur Kickstarter assez rapidement, mais quand précisément, j'ai pas l'impression qu'on ait une date quelconque à se mettre sous la dent. En tout cas, c'est tout pour cette fois pour Eye of Zamrock, c'est tout également pour les projets annulés de cette semaine. On va maintenant pouvoir passer aux projets qui abordent leur dernier virage, leur dernière ligne droite de campagne, avant que cette dernière ne se termine. On commence tout de suite avec une campagne pour laquelle il restera très peu de temps avant qu'elle ne se termine lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Elle sera peut-être même déjà terminée en fonction du moment où vous la verrez. Il s'agit de I'm Not Afraid, le nouveau projet de Knots Publishing, donc Cocorico, hein, c'est français, même si le thème fait plus penser au Bélarus, hein, c'est un jeu à propos de la révolution avortée du Bélarus en 2020. C'est un jeu pour 2 joueurs de confrontation pour 12 ans et plus, 15 à 30 minutes la partie, et pour l'instant c'est quand même un mini flop, hein, soyons honnêtes, 150 contributeurs. Bon, c'est pas lourd hein, quand même, soyons honnêtes, Knots Publishing nous a habitués à beaucoup mieux, mais en même temps, ils nous ont pas habitués à faire du print and play, donc ça peut aussi se comprendre par cette raison-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, il n'y a pas de stretch goals pour ce jeu, donc je vous conseille tout simplement de vous reporter à la présentation du jeu dans le menu crowdfunding du 12 février dernier, si je ne me trompe pas. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, Microbots Duel and Power Up, un petit jeu dans une boîte en métal de confrontation un petit peu qui fait penser à des, comment ça s'appelle déjà, des Transformers, donc ces véhicules qui se transforment en robots capables d'annihiler tout sur leur passage. 974 contributeurs, 25 000 € d'agrangés approximativement, à 48 heures de la fin de la campagne au moment où je m'enregistre. C'est un nouveau projet, le troisième, leur second jeu, mais leur troisième projet pour Prometheus Games Labs. Il s'agit d'un éditeur anglais mais qui se situe aux Émirats Arabes Unis et qui nous avait pondu précédemment Micro Dojo qui avait fait de très beaux résultats, deux fois consécutifs d'ailleurs, mais pour l'instant Microbots ne s'oriente pas vers un succès aussi conséquent, même si ça reste relativement satisfaisant. On est quand même à près de 2000 contributeurs, on va certainement aller chercher les 1200 environ d'ici la fin de la campagne, avec un jeu en plus assez bien produit avec des cartes en PVC, le tout comment dirais-je, waterproof, donc le propre du PVC de toute manière, donc c'est assez bien produit. Reste à voir si vous êtes un petit peu friand de ce type de thématique, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais bon, après tout, pourquoi pas. Voilà donc pour Microbots Duel and Power Up, là encore, pas de stretch goals, donc ça me permet d'aller un peu plus vite. 974 contributeurs pour l'instant, 48 heures avant la fin de la campagne, et 25 000 € d'engrangés approximativement.
Toujours pas de stretch goals pour cette campagne présentée le 29 janvier dernier dans le menu crowdfunding. Il s'agit d'une nouvelle édition de Bossa, jeu présenté précédemment durant le début d'année 2022 si mes souvenirs sont bons. Un petit jeu japonais avec des petites tuiles vraiment charmantes. Ça dépend de l'édition que vous allez choisir, hein, parce qu'il y aura des éditions à plusieurs prix, dont certaines beaucoup plus diversifiées que d'autres. La version standard est ici, et c'est très très classique. Et on a des versions beaucoup plus artisanales, hein, vraiment au sens propre du terme, qui sont réalisées par des artisans japonais. Donc c'est plutôt très classe, c'est plutôt un très bel objet, mais ça reste un jeu relativement simple, abstrait et très facile à prendre en main. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que Alex, si tu nous regardes de Expat Meeple, je sais que tu l'as, donc n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. Voilà donc pour Bossa, qui pour l'instant a attiré 250 contributeurs, 50 heures avant la fin de la campagne, 13 500 € d'engrangés pour cette nouvelle édition d'un jeu précédemment sorti et donc intitulé Bossa. Également présenté dans le menu crowdfunding du 29 janvier dernier, Witchbound, le projet de Dark Doll Games du côté de chez GameFound, se porte plutôt très bien, hein, 2000 contributeurs pour ce que je crois être la première campagne de Dark Doll Games, si mes souvenirs sont bons, en tout cas sur GameFound. Je ne l'ai pas checké sur Kickstarter, mais en tout cas c'est un très très beau résultat. C'est assez rare de voir des tout petits éditeurs réussir à faire de tels scores sur GameFound a fortiori, et là c'est le cas pour le coup, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis un petit peu mélangé les pinceaux comme souvent. Si vous me suivez sur la chaîne, vous avez l'habitude de voir ça. 135 000 $ d'engrangés, 2 jours et 5 heures précisément avant la fin de la campagne. C'est une très très belle réussite pour ce projet qui mêle un petit peu livre dont vous êtes le héros et jeu de société. C'est très très charmant, j'aime beaucoup l'univers, même si bon c'est un tout petit peu enfantin visuellement parlant, hein. Je ne dis pas que l'aventure l'est, parce que pour le coup j'ai pas pu y jouer, mais ça a l'air vraiment d'être charmant. Je me suis tâté plusieurs fois, oui je sais c'est dégueulasse, pour savoir si j'allais le backer ou non. Finalement, je ne l'ai pas fait pour l'instant en tout cas, je pense pas le faire, il reste pas longtemps et je vois pas d'argument qui pourrait faire pencher la balance en la faveur d'un back potentiel, mais c'est vraiment un jeu charmant qui en plus bénéficie d'une version francophone, c'est le premier de la semaine pour lequel je dois le mentionner. Il s'est en plus enrichi de pas mal de petits stretch goals qu'on va aller voir directement, voilà ici. Vous le voyez, non, ils sont plus bas, excusez-moi, je me suis bourré, voilà, ils sont ici ceux qui ont déjà été débloqués, même s'il y a aussi un petit peu plus bas le résumé ici de tout ce qui a été débloqué précédemment. Donc de nouvelles scènes, les scènes sont donc des images comme on l'a vu un petit peu plus, voilà, ça c'est une scène par exemple. Il y aura tout un tas de nouvelles scènes avec donc de nouveaux personnages qui vont avec, bien évidemment, que vous pourrez rencontrer, hein, ces fameux NPC qui ne vous diront pas la même chose en fonction de l'avancée de votre progression, donc un petit peu à la façon d'un jeu vidéo, quand celui-ci est bien réalisé en tout cas. Donc en tout cas, pas mal de stretch goals qui sont venus enrichir le jeu, donc des scènes supplémentaires, des cartes supplémentaires, des sorts supplémentaires, des régions même supplémentaires de l'île de Witchbound, des dés un petit peu marbrés, enfin transparents marbrés, je sais pas très bien. Bref, pas mal de nouvelles choses, et puis également un épilogue qui pour l'instant n'a pas encore été débloqué, parce qu'il faudra 150 000 $ pour pouvoir l'atteindre, et sachez également que c'est un jeu qui viendra s'enrichir de nouveaux contenus, puisque si vous baquez à hauteur de 80 $, si mes souvenirs sont bons, 80, c'est ça, 80 $, vous aurez aussi un accès au Season Pass, voilà, Season 1 Pass, ce qui veut dire que vraisemblablement on aura un jeu qui viendra s'enrichir au fur et à mesure que le temps passe. Et si vous vous contentez de la boîte de 40 $, vous n'aurez que le contenu de la boîte en question, alors que 80 $ vous permettra d'acquérir la suite de ce qui viendra dans les mois à venir, quoi, en gros. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que je ne l'ai pas mentionné dans le menu crowdfunding ces dernières semaines, alors que ça a été activé récemment, mais GameFound a récemment lancé le Stretch Pay, qui vous permet de payer en plusieurs fois, sans frais, hein, bien sûr, donc en découpant les coûts par mois. Donc ça c'est plutôt sympatoche pour aller échelonner un peu vos dépenses mois après mois, pour éviter d'avoir à souffrir un petit 150 $ d'un seul coup par exemple. Pour Witchbound c'est pas forcément le cas, mais quand vous allez backer des gros projets qui coûtent 200, 250 $ comme ça peut arriver parfois, ça fait peut-être un peu moins mal à l'oignon quand on le fait sur 5-6 mois plutôt que sur un seul coup, même si au final c'est la même chose. Voilà donc pour Witchbound, projet de Dark Doll Games qui se porte très bien sur GameFound pour l'instant avec 2000 contributeurs, en version française qui plus est. J'aimerais bien le tester un jour, mais de là à aller le backer, je pense que je vais garder mon argent pour moi pour cette fois en tout cas. Même si je le regretterai peut-être un jour, on verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez, voilà pour Witchbound. On reste sur GameFound, cette fois-ci pour Andromeda's Edge, Cardboard Alchemy qui fait son retour après Flamecraft,
dans un registre complètement différent, mais qui marche toujours très très bien, comme vous le voyez, 8267 backers pour l'instant, au moment où je vous parle, et 1 350 000 $ d'engrangés, c'est assez énorme, hein, c'est de la science, et en même temps c'est thématique, hein, c'est de la science en intraveineuse le truc, ça a vraiment très bien marché, alors peut-être pas autant que Flamecraft, mais pour plusieurs raisons. D'abord, Flamecraft était un jeu beaucoup plus grand public, donc il avait des chances de séduire beaucoup plus de monde, et puis il avait une direction artistique géniale, même si Andromeda's Edge aussi dans son registre à lui, qui était assez différent mais encore une fois moins familial. Et puis une dernière raison, c'est que Flamecraft était sur Kickstarter, GameFound, ils se sont déportés du côté de chez GameFound, non, j'ai dit Cardboard Alchemy, ils se sont déportés du côté de chez GameFound, voilà, je me mélange les pensées à nouveau, les pensées, les pinceaux, les deux. Quoi qu'il en soit, ils ont déménagé sur GameFound pour cette nouvelle campagne, et ça leur réussit plutôt bien, même s'ils ne feront pas les 25, 30, 40 000, j'ai oublié, c'était un score complètement surréaliste de Flamecraft il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Quoi qu'il en soit, pour GameFound, pour Andromeda's Edge, décidément, ça, je n'arrête plus aujourd'hui. Alors, on va aller voir directement les stretch goals, ça ira plus vite si je clique ici, voilà. Alors, sachez également, avant de passer sur les stretch goals, que vous avez une version francophone disponible, mais c'est un petit peu brumeux, on va dire, la disponibilité de cette version française durant la campagne, on verra ça un petit peu plus bas. Quoi qu'il en soit, pas mal de petits ajouts de stretch goals dans tous les sens, ceux-ci ne sont pas encore débloqués, mais vous avez déjà pas mal de petits modules qui sont venus s'ajouter à un jeu déjà riche. Vous le voyez ici avec les Relic Modules par exemple, on a aussi le Bolster Modules Part 2, on a ensuite un mode de 2 contre 2 qui a été débloqué, donc en équipe, plutôt intéressant. De nouvelles cartes de tactique également, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a des nouvelles variantes pour le solo, il y en avait 3 précédemment, maintenant il y en aura 6, donc le nombre est quand même doublé, donc ça aussi c'est un enrichissement assez conséquent en termes de gameplay, si tant est que vous soyez fan de solo. Et puis pour ce qui est de la version française, on va descendre tout en bas de la campagne pour en apprendre un petit peu plus, parce que j'étais passé un petit peu à côté je crois de la dernière fois. Il me semble que je l'avais déjà dit ceci dit lors de la présentation du jeu, mais attention, la Deluxe, l'édition Deluxe, avec donc les miniatures, etc., tout ce qui fait la deluxification de ce projet quoi, en gros, est réservé uniquement à GameFound. Donc c'est un petit peu dommage dans le sens où, comme vous le voyez ici, at this time, we are able to announce the following languages will be available outside of this campaign. Outside of this campaign. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, à savoir que les versions françaises, italiennes et polonaises, peut-être plus à l'avenir, seront disponibles à l'avenir en dehors de cette campagne. Autrement dit, si vous voulez la Deluxe en l'état, backer la campagne sur GameFound, mais en anglais, reste la meilleure solution pour y accéder. En français, ce sera la version de base, qui reste un matos très très bien produit. Pour ceux qui ont la version de base de Flamecraft, vous savez que Cardboard Alchemy fait du très bon boulot en termes de production de matériel, mais vous n'aurez pas toute la deluxification qui va avec malgré tout. Donc voilà, soyez prévenus. C'est tout ce que je pouvais vous dire concernant Andromeda's Edge, qui était présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier, et il reste environ 2 jours avant la fin de la campagne, qui pour l'instant se porte très bien, et qui devrait aller chercher les 10 000 backers d'ici la fin de la campagne. Présenté le 12 février dernier dans le menu crowdfunding, voilà un autre jeu qui fait parler la poudre, hein, comme d'habitude, parce que c'est la 3e apparition du jeu sur Kickstarter, Set a Watch, Forsaken Isles plus Doomed Run, Doomed Run étant une extension à part entière, plus la Big Box qui peut contenir la totalité de ce qui est sorti précédemment, ainsi que Forsaken Isles, la nouvelle extension standalone de Set a Watch, donc l'univers fantasy jouable en solo comme en coop, qui nous vient de Rock Manor Games, qui sera certainement en VF un jour ou l'autre, mais qui pour l'instant je crois ne l'est pas encore, je peux me tromper, mais il me semblait pas qu'il y avait une VF pour Set a Watch, en tout cas pour l'instant, même si j'ai vu pas mal de joueurs dans la communauté des solistes français y jouer, donc après tout je peux me tromper, à vérifier. Quoi qu'il en soit, Set a Watch avait déjà connu 2 campagnes précédemment. La première était voilà, ici, Set a Watch, le jeu de base, avec 5800 contributeurs, puis Swords of the Coin, standalone extension, avec 4500 quasiment, donc on avait diminué un tout petit peu certes, et on a terminé donc cette trilogie avec Set a Watch Forsaken Isles, qui pour l'instant, à 3 jours de la fin de la campagne, est à 3247 contributeurs, donc mine de rien, même si on est sur un jeu qui a plutôt un joli petit succès d'estime, qui a plutôt une très bonne note sur BGG, beaucoup de solistes qui y jouent fréquemment et qui disent que c'est très bon, donc j'ai pas de raison d'en douter au-delà de ça, mais quand même, à prendre avec des pincettes, puisque on voit que campagne après campagne, que tentative après tentative sur Kickstarter, le score baisse un petit peu, et ça devrait être la même chose pour cette nouvelle campagne, qui va certainement se terminer aux alentours de
3006, 3007, 3008 contributeurs peut-être environ, mais pas plus à mon avis. Donc petite descente progressive à chaque épisode, ce qui est un petit peu dommage. En plus, cette watch Forsaken Isles plus Doom Drone vous permet aussi de mettre la main sur la totalité de ce qui est sorti précédemment, donc le jeu de base, l'extension standalone qu'on avait mentionné tout à l'heure, et puis donc cette fameuse nouveauté donc de Forsaken Isles et la big box, comment ça s'appelait déjà, Doom Drone, voilà, le tout pour 159$ quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour les stretch goals, assez rapidement, c'était ici. Alors c'est un mélange de stretch goals et de révélations quotidiennes en gros. On aura pas mal de nouveaux items, de nouveaux aventuriers, de nouvelles créatures que vous pourrez affronter. Et c'est un petit peu tout. Il y a quelques petits éléments de deluxification avec par exemple une slip cover, donc une sorte de couverture pour votre boîte avec un effet du UV spot, donc de surbrillance sur le titre ou certains éléments du décor peut-être. Mais le reste, c'est globalement nouveaux lieux, nouveaux aventuriers, nouveaux items. Et on répète quoi, en gros. Il y aura encore quelques petites révélations d'ailleurs d'ici la fin de la campagne, mais en l'état, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant cette watch et cette dernière extension. 3 jours avant la fin de la campagne, 3250 contributeurs et 220 000 € d'engrangés quand même si ça baisse un petit peu. Le 12 février dernier, j'avais perdu l'acuité visuelle de mon œil droit en vous présentant Dungeon Degenerates Hand of Doom. Et ben là, je m'apprête à perdre l'œil gauche, du coup je vais vous faire l'intégralité de ce passage sans les yeux. Bon, ça sera beaucoup plus difficile, mais bon, c'est un jeu avec donc une direction artistique très particulière, comme vous pouvez en être témoin. Et oui, je sais que vous m'avez bien gaulé, hein, je plisse les yeux, je vois quand même un petit peu ce qui se passe, donc on va arrêter de tricher et rouvrir les yeux, même si ça pique méchamment. Direction artistique qui ne laissera pas indifférent, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui jouit d'une très belle réputation sur BGG. Et oui, j'ai dit jouir, mais que voulez-vous, c'est comme ça fait partie du vocabulaire français. C'est un dungeon crawler assez classique en termes de mécanisme, qui marche très bien si l'on en croit les retours, qui a une très belle cote de popularité sur BGG pour ceux qui ont pu tester le jeu. Reste que la direction artistique peut certainement en repousser plus d'un également. Le jeu avait été donc présenté, comme je disais récemment, le 12 février dernier. On va quand même faire l'effort de plisser les yeux encore un petit peu plus pour voir s'il y avait des stretch goals, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, et oui, il y en avait ici. Avec donc le jeu qui est débloqué, enfin donc, qui a été financé. Ensuite, alors bon, ils mettent pas les stretch goals de manière évidente, il n'y a pas un titre qui vous dise que c'est précédent, il faut lire tout le truc, c'est un peu chiant, comme la mort pour être tout à fait honnête. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, on commence par le Peacekeeper, donc en gros, c'est une grosse boîte qui vous permettra de stocker l'ensemble de ce qui est sorti pour Hand of Doom, j'ai l'impression. Et elle sera disponible aussi en add-on pour 30$ si ça vous intéresse. Pour le reste, ma foi, il n'y a pas beaucoup de stretch goals parce que vous le voyez ici, le prochain est encore locké. Le prochain est encore verrouillé, donc il faudra atteindre les 150 000$ pour pouvoir espérer débloquer des STL files, autrement dit des fichiers STL qui vous permettront d'imprimer des miniatures en 3D. Donc c'est même pas des miniatures fournies, c'est les fichiers qui vous permettent de payer grâce à vos filaments de machines à imprimante 3D quoi en gros, pour vous faire vos propres miniatures. Donc c'est un stretch goal un petit peu bancal selon moi, mais bon, que voulez-vous. Voilà donc pour Dungeon Degenerates Hand of Doom, et je suis aveugle rien que pour vos beaux yeux. Et oui, c'est thématique. Il s'agit de l'un des doyens de ce suivi du menu crowdfunding, puisqu'il était présenté le 29 janvier dernier. Il s'agit de Four Corners, qui nous vient de Calliope Games, dont c'est le 11e projet, mine de rien, sur Kickstarter. Bon, comme d'habitude avec eux, c'est pas un énorme succès pour ce jeu très abstrait, et pas particulièrement joli, hein, soyons honnêtes, mais malgré tout, 342 contributeurs, c'est pas ridicule, à 5 jours de la fin de la campagne, on va certainement aller chercher les 450, voire peut-être 500, et pour l'instant donc 13 000 € d'engrangés. Comme vous le voyez aussi, c'est un jeu, au-delà d'être en 2 éditions différentes, même si c'est le même gameplay fondamentalement, c'est un jeu qui n'a pas de texte sur le matériel, donc en gros vous pourrez y jouer si vous vous contentez de pouvoir être en mesure de comprendre les règles en anglais, puisqu'il n'y aura pas de version française, mais si vous êtes le seul joueur dans votre groupe à maîtriser suffisamment la langue de Shakespeare, ce sera suffisant.
vous pourrez donc jouer à Four Corners Kaleidoscope ou Galaxy, selon votre bon vouloir. C'est donc pour 20 à 40 minutes, 8 ans et plus, 1 à 6 joueurs. Donc oui, il y a un petit mode solo pour ce jeu abstrait. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne suis pas très séduit par l'allure et par le côté très abstrait du jeu, mais après tout, pourquoi pas. D'autant plus que vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Et pas de stretch goals, donc on peut se permettre de passer assez rapidement à la prochaine campagne française. Campagne française donc, et présentée qui plus est le 12 février à proximité de la Saint-Valentin. Il s'agit de Pulp Invasion, nouvelle extension pour Pulp Invasion de Todd Sanders, même si le projet est édité par un éditeur français, en l'occurrence Alban Viard, que vous connaissez bien, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur le menu crowdfunding, parce que ça fait au moins 3, 4, 5 projets de cet éditeur français que l'on présente sur le menu crowdfunding, et donc 876 contributeurs en l'état, donc on devrait assez facilement dépasser les 1000, certainement plutôt 1200, 1300, avec 28 000 € d'engrangés 5 jours avant la fin de la campagne pour cette dernière extension du jeu, dernière dans la chronologie on va dire, parce que je ne sais pas si c'est véritablement la dernière, il y en aura peut-être d'autres derrière, on verra bien. Pour ce jeu solo, attention, exclusivement, pour 12 ans et plus, pour des parties relativement rapides, entre 20 et 30 minutes, avec ce style pulp, vraiment, qui le distingue de la concurrence, c'est vraiment un truc hommage aux années 50, 60, 70 en gros, qui, pour cette troisième extension de Pulp Invasion, fait un résultat plutôt pas mauvais, mais à comparer quand même avec les précédentes les précédentes campagnes de Pulp Invasion. Alors la première ne s'était pas faite avec le compte de Alban Viard, donc peut-être avec son second compte, dont j'ai oublié le nom, mais la Pulp Invasion numéro 2 avait fait 1340 contributeurs. On devrait être sur un résultat relativement similaire à ce dernier pour cette dernière extension. Pour ce qui est des stretch goals, je crois que on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de stretch goals avec Alban Viard, donc je vais essayer de voir si je me trompe, mais je crois que c'était généralement 100. Ouais, ça se confirme. Pas de stretch goals apparemment pour Pulp Invasion. On peut passer assez rapidement au prochain projet. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 19 février dernier, campagne très courte pour Horror Game Show The Board Game, qui est un jeu qui nous vient de Pologne, c'est assez rare pour être signalé, même si quand même, comme pour le jeu vidéo d'ailleurs, il y a un marché qui se développe pas mal en Europe de l'Est, y compris en Pologne, et donc ça nous vient de Board Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, et il commence avec un jeu bien sanguinolent, où on va décapiter à tir larigot, mais pour l'instant ça n'a pas séduit tant de monde que ça, malgré pas mal de langues disponibles, y compris le français comme vous le voyez ici. 7 jours avant la fin de la campagne, on est actuellement à moins de 340 contributeurs, même si c'est 339 contributeurs, 340 on va dire, en arrondissant, quitte à arrondir, je sais pas pourquoi j'ai dit 339, 340 contributeurs ont quand même finalement ramené 34 000 €. Donc la multiplication est assez simple, puisque ça fait approximativement du 100 € tout rond par personne. C'était donc pour 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, et 16 ans et plus pour ce jeu semi-coopératif, où vous allez quand même vous tirer un petit peu dans les pattes, vous mettre des bâtons dans les roues pour espérer survivre à ce show télévisé d'une époque qu'on espère ne pas voir venir. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Horror Game Show. Est-ce qu'il y avait quand même quelques petits stretch goals à se mettre sous les quenottes? On va aller voir ça tout de suite. Oui, il y en avait. Ils sont ici avec le UV Enrich Box, donc petit effet de surbrillance sur le titre et certains éléments de la boîte, on va dire. Ensuite, on a aussi des cartes qui ont été améliorées en termes de qualité, avec du 300 grammes remplacé par du 350. Ensuite, les types de cartes ont été un petit peu renouvelés, parce qu'on a des nouvelles cartes qui sont arrivées, notamment dans l'extension Easy Money apparemment. Alors est-ce que ça veut dire exclusivement dans l'extension Easy Money, ou est-ce que c'est dans l'extension et aussi dans le jeu de base? Là pour le coup c'est pas très clair. Nouveaux personnages aussi, pas seulement un d'ailleurs, c'est plusieurs personnages, un pack de nouveaux personnages avec un chasseur, si c'est ça, uniquement apparemment un chasseur du coup. Ouais, c'est ça. Donc, New Character Pack, je crois que c'en est qu'un seul apparemment, donc bon, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, ce n'est pas encore financé. 35 000 €, on n'y est pas encore, et donc il y aura certainement encore 1, 2, 3 stretch goals d'ici la fin de la campagne, peut-être, à voir, mais c'est pas garanti. Il y aura potentiellement aussi une extension pour pouvoir jouer jusqu'à 5 par exemple, mais bon, ça dépendra du seuil de financement de chacun de ces échelons de stretch goals. Voilà donc pour Horror Game Show. Pour le reste, je vous encourage donc à aller checker le menu crowdfunding il y a 3 jours à peine, à savoir donc le 19 février 2023, pour en apprendre plus sur le gameplay et éventuellement la thématique, même si c'est assez parlant en l'état.
Présenté le 12 février dernier dans le menu crowdfunding, l'un des projets les plus intéressants de ce début d'année, parlons franchement, et qui nous vient de Games, donc Out of My Mind Games, à qui l'on devait déjà 3 campagnes plutôt couronnées de succès, enfin 2 campagnes couronnées de succès, et une passée très inaperçue, leur première, Last One Standing, qui avait fait moins de 500 contributeurs, puis derrière Starlight, pour Stars of Arcarios, qui avait fait un très gros score, 7500 contributeurs, puis Mythwind encore mieux, même si c'était beaucoup plus alambiqué, beaucoup plus clivant, on va dire, comme projet. Stone Saga devrait faire moins que Mythwind, mais peut-être autant que Stars of Arcarios à proprement parler, je pense, puisqu'on est actuellement à 7050 contributeurs. Je pense qu'on va certainement aller dépasser les 8500, 9000, peut-être même pourrait-on espérer les 10 000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Donc ce sera quand même un beau succès pour Stone Saga, jeu de coop, de survie, de craft, dans un univers un petit peu préhistorique, on va dire, dans lequel vous allez incarner différents personnages avec leurs propres aptitudes, leurs propres compétences légèrement asymétriques, et vous allez donc partir à la découverte de régions, de zones qui vous entourent, découvrir tout un tas de ressources que vous pourrez utiliser pour aller crafter des objets pour mieux survivre. Vous pourrez aussi faire la rencontre de différents êtres vivants, on va dire, c'est pas des dieux, c'est pas des animaux à proprement parler, mais avec lesquels vous serez amené à interagir, parfois agressivement, parfois non. Il y aura des objectifs que vous aurez à cœur de remplir, même si ne pas les compléter ne mènera pas à une défaite à proprement parler. Le tout est sur une trentaine d'heures de campagne, donc c'est assez long, mais en même temps, quand on est un jeu en campagne, on a envie que ce soit long. Et donc, pour 14 ans et plus, et 60 à 120 minutes le scénario, parce qu'il y en aura donc une multitude. Je rappelle également qu'il y a 2 extensions disponibles dans cette campagne, au-delà de la boîte de base qui coûte déjà 99 boules. Il faut aussi ajouter par-dessus Mills and Myth, et puis également Nature of the Beast, 2 extensions que vous pourrez prendre également pour aller enrichir pas mal le jeu. Comme je l'avais dit dans la présentation du projet le 12 février dernier, ils ont été malins dans le sens où les 2 extensions apportent des mécanismes supplémentaires qui ont l'air de vraiment ajouter un gros truc au jeu, à savoir la bouffe, les recettes de cuisine, et puis également les compagnons, les animaux compagnons. Donc des mécanismes ajoutés via ces extensions, ça donne forcément envie de se jeter dessus, parce que sinon on a l'impression d'avoir un jeu qui n'est pas totalement complet. Donc bon, c'est malin, mais en même temps, ça peut aussi pas mal repousser certaines personnes qui se disent « Ouais, mais il faut rajouter 100 balles par-dessus pour avoir un jeu complet ». Ce que je peux comprendre, c'est un argument qui s'entend. Quoi qu'il en soit, y avait-il des stretch goals? On va aller voir ça ensemble, parce que oui, j'ai quasiment oublié de checker pour chacune des campagnes aujourd'hui, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. On va aller checker, donc j'essaie de trouver ça rapidement, mais la campagne est très riche en informations, comme vous le voyez. Oui, il y en avait, ça tombe bien, j'ai pas fait ça pour rien. Alors, 2 nouvelles cartes de Expanded Foraging, donc de lieux, j'imagine, de zones à découvrir. 5 nouvelles cartes de challenge, des nouvelles cartes de challenge de pêche. Ensuite, de nouvelles régions à découvrir, ainsi que le support de tuiles que vous voyez ici en plastique supplémentaire pour acquérir les tuiles en question. Ensuite, on a encore plus de recettes, il y en aura 20 de plus, il y a ce stretch goals ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Un 6e compagnon animal dans l'extension Nature of the Beast. Ensuite, encore plus de cartes de lieux, j'imagine. Ensuite, celui-ci pour Mills and Myth avec 2 challenge cards supplémentaires et 5 goal cards supplémentaires pour chacune des extensions. C'est pas uniquement pour Mills and Myth, mais également pour Nature of the Beast pour le coup. Ensuite, nouvelle créature, le Behemoth of the Frosts, avec donc sa miniature plus son plateau avec pour chacun des animaux, d'ailleurs, pour chacun des Behemoths, pour chacun de ces êtres semi-divins que vous êtes amenés à rencontrer, ils auront donc leur miniature et leur plateau. Ensuite, 10 nouvelles cartes d'objectifs, 10 nouvelles cartes de nuit, puis des ressources légendaires et des items également que vous pourrez prendre en votre possession. Pour le reste, comme vous le voyez avec ce petit cadenas un peu plus foncé, ce n'est pas encore débloqué, mais on aura notamment bientôt, certainement ce sera débloqué très rapidement, un Open-Ended Survival, un nouveau mode de jeu, donc ça c'est assez intéressant, je serais curieux de voir ce que ça nous propose. Et puis donc on aura encore certainement 1, 2, 3, 4 supplémentaires, enfin 4 stretch goals supplémentaires, excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes mots. Voilà pour donc Stone Saga, un petit jeu coopératif, gros jeu coopératif, assez sympatoche, mais comme j'avais dit dans la présentation du jeu, qui me semble manquer d'un petit truc sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt, d'ailleurs ça m'agace particulièrement, mais qui fait que le projet ne me séduit pas suffisamment pour songer même à le backer. Mais je serais curieux de voir vos retours.
On continue avec un autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 12 février dernier, à savoir What on Earth Are You Talking About? En gros, donc en français, mais putain, de quoi tu parles, sa maman? Voilà, je me suis permis une petite liberté en termes de traduction sur la fin, hein, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui nous vient d'Australie, deuxième projet de Michael Wilkinson, 225 contributeurs pour l'instant, 7 jours avant la fin de la campagne et 12 000 € d'engrais pour ce petit jeu de party, donc ce petit jeu d'ambiance qui pourra accueillir de 4 à 10 joueurs, 20 à 40 minutes la partie pour 17 ans et plus, ce qui veut certainement dire qu'il y a des thématiques un petit peu matures dans le tas, j'imagine, mais fondamentalement ça reste un jeu d'ambiance assez classique, et en plus de ça, pas disponible en version francophone, donc bon, c'est là où le bas blesse également pour tous les amateurs de jeux d'ambiance qui pourraient être parmi nous. Si vous n'êtes pas compétent en anglais, c'est pas trop la peine de se pencher sur son sujet. Alors oui, bon, je sais ce que va nous dire Anto, hein, notre très cher, très célèbre, très chéri commentateur de la chaîne. Anto, oui, je sais, espèce de mangeur de papillons, je back le jeu alors que j'avais dit que c'était juste pour poser une question. Oui, j'ai la flemme de retirer mon pledge, voilà. Ce qui veut pas dire que je vais pas le faire avant la fin de la campagne, il reste 7 jours, j'ai juste la flemme. Et puis, il faut bien reconnaître quand même que Trick Takers Kings a un vrai charme. C'est un jeu que j'avais présenté le 12 février dernier, lui aussi, un jeu de pli qui plus est, qui est pourtant tout sauf un style de jeu qu'on apprécie outre mesure chez les ludovores. On n'a pas de, comment dirais-je, de grief particulier envers ce genre de jeu non plus, mais c'est pas un truc vers lequel on accourt en règle générale. Mais je sais pas, Trick Takers Kings, en plus d'être un projet japonais, et donc forcément, ça fait vibrer mon petit cocolo de japonophone vivant au Japon, hein, à Osaka. D'ailleurs, si vous passez hein, éventuellement, on a déjà rencontré un couple d'abonnés à la chaîne il y a 1 mois et demi, donc ce sera avec plaisir qu'on vous accueillerait à nouveau. Trick Takers Kings, au-delà d'être un petit jeu donc japonais, il a une direction artistique qui est vraiment très choupi, très mignonne, et puis aussi, pour un jeu de pli, un aspect assez intéressant dans le sens où vous aurez des missions, un nombre de plis à remplir maximum ou minimal pour espérer emporter des points. En fonction de votre main, vous aurez aussi des scorings différents, donc chaque tour sera radicalement différent. Je pense qu'il y aura une assez forte rejouabilité, même si fondamentalement c'est des jeux qui se jouent vraiment mieux à partir de 3-4 joueurs plutôt qu'à 2, qui est quand même généralement notre configuration pas préférée, mais disons la plus courante. C'est pour 2 à 5 joueurs, ceci dit, donc ça peut se jouer à 2, et c'est pour 30 à 40 minutes la partie. Juste, je crois qu'il n'y avait pas de stretch goals comme souvent les projets japonais, ce qui est assez dommage. Ça fait des campagnes pas très vivantes, mais bon, en même temps on sait à quoi s'attendre d'entrée de jeu et c'est pas plus mal au final. Moi je préfère, c'est vrai, les campagnes qui n'ont pas de stretch goals, même si c'est vrai que c'est moins vivant. Mais en même temps, je peux cliquer sur Pledge le jour numéro 1 et ne plus avoir à suivre le reste de la campagne, donc ça c'est pas plus mal au final. Enfin ça dépend de votre profil de backer et ce qui vous excite ou non. Voilà donc pour Trick Takers Kings, il reste 1 semaine avant la fin de la campagne, donc c'est la dernière fois qu'on le voit dans le suivi du crowdfunding. D'ici là, est-ce que j'aurai annulé mon pledge ou non? Je sais pas, on verra bien, je vous tiendrai peut-être au courant. Présenté le 29 janvier dernier dans le menu crowdfunding, Scrap, premier jeu de Jolly Swagman Games, un éditeur australien apparemment, qui a finalement enfin financé. C'était pas couru d'avance, Scrap a atteint les 28 000 $ australiens sur 23 000 nécessaires, et donc 170 backers. Le jeu est donc financé à 7 jours de la fin de la campagne pour ce jeu de contrôle de territoire / deck building, un petit peu asymétrique pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes pardon, la partie, et pour 14 ans et plus. Matos plutôt pas mal du tout, direction artistique plutôt pas mal du tout, mais tout petit éditeur, premier projet, sur GameFound, ça fait pas mal de raisons qui peuvent expliquer le manque d'attrait de manière générale envers Scrap, qui pour le coup a pas grand chose à débloquer en termes de stretch goals, et de toute manière apparemment il y en avait pas, donc c'est pas plus mal comme ça. Voilà donc pour Scrap. Présenté le 12 février dernier, lui aussi sur GameFound, mais lui pour le coup n'est pas financé. Il s'agit de Storm Dragons, The Dragon Trappings Expansion, de Dragon Phoenix Games, décidément que de dragons là-dedans. 719 $, ça fait pas cher le dragon, hein, 33 backers. Ils sont pas fans les backers apparemment, hein. 7 jours de la fin de la campagne, il y a encore un petit espoir d'aller financer, parce que le seuil de financement est quand même très bas, mais ça restera pas dans les annales de GameFound, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, j'ai pas grand chose de plus à en dire, hein, et vu qu'ils sont assez peu nombreux sur le projet, je pense que vous ne manquez pas grand chose.
On arrive désormais sur les projets auxquels il reste plus de 7 jours avant la fin de la campagne, autrement dit des projets qu'on va encore voir, dont on va encore parler dans le suivi de Mini Crafting la semaine prochaine, donc on ne passe plus de temps sur les stretch goals, c'est juste une petite mention pour vous dire attention, ça existe encore, mais plus pour très longtemps. On commence par Art of Killforth Artbook and Killforth Game Reprints. C'était donc l'opportunité pour Tristan Hall, c'est ça, de refaire une campagne pour les 3 épisodes de la série de Killforth, sous prétexte que maintenant il y a un artbook, puisque comme vous le savez peut-être, sur Kickstarter, on n'a pas le droit de faire une campagne pour le même produit 2 fois. Donc il faut toujours rajouter un petit quelque chose, si vous voulez revendre le même produit une deuxième fois, il faut que ce soit une campagne pour un truc en plus. Un truc nouveau qui n'a pas déjà été proposé, et pour le coup ce sont donc ces artbooks avec plein de artwork, et c'est vrai que pour le coup c'est un jeu qui s'y prête plutôt bien puisque l'univers de Killforth est très bien illustré, c'est un jeu très beau, qui c'est vrai me tente pas mal en termes de jeu à tester. Un jeu à backer, non, c'est pas un jeu que j'ai envie de backer, je sais que ça tente plus que Xavier que moi d'ailleurs, donc s'il le back, tant mieux pour moi, écoutez, mais pour moi a priori non, ça devrait pas être un back. Mais ceci dit, attention, c'est assez cher si vous voulez prendre les 3 épisodes, parce que chacun des épisodes coûte 55 livres, pas euros ni dollars, livres, donc un petit peu plus cher que prévu, et donc si vous achetez le tout, plus le Deluxe Upgrades pour chacun des 3 épisodes, vous allez payer un bras, une jambe et un poumon, voire même peut-être un tympan aussi, je pense, voilà. Donc tenez-vous avertis pour Art of Killforth, 486 contributeurs, ça coûte cher, ça attire pas forcément grand monde du coup, d'autant plus qu'il y a un épisode qui était en français et les autres non, donc voilà, ça aussi c'est un petit peu bancal. Près de 500 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne et 30 000 € d'engrangés. Présenté le 5 février dernier dans le menu crowdfunding, Fork, un petit jeu de pli là aussi, mais pas aussi mignon que Trick Taker Kings, même si il est mignon aussi hein, fondamentalement. Il a attiré 425 contributeurs, donc c'est vraiment kiff d'ailleurs avec Trick Taker Kings. 17 500 € d'engrangés, 8 jours avant la fin de la campagne, donc là encore on en reparlera la semaine prochaine. C'était un petit jeu de pli pour 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, et 20 minutes la partie avec une histoire de chaîne alimentaire, et donc de pli comme le jeu de pli qu'il est quoi en gros. Voilà, j'aurais pu me passer de cette dernière partie de la phrase, mais bon, que voulez-vous, je lis n'importe quoi, c'est dans mes habitudes et vous le savez. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 février dernier et disponible en français grâce à un PDF des règles, le jeu le plus moche du 5 février dernier, à savoir Minigolf, qui vient donc, Minigolf Designer qui vient de maintenant s'enrichir d'une extension intitulée Minigolf Empire. Donc on est toujours sur du minigolf et on va chercher à faire le meilleur circuit de minigolf possible, sachant que maintenant il y aura quelques petits mécanismes ajoutés avec Madame Presco, Mademoiselle Presco, excusez-moi, et également Mr. Profit avec un jeu de mots extraordinaire, profit qui veut dire les profits, mais ici profit écrit F-E-E-T, donc non c'est pas les profits, mais c'est Monsieur Profit et il cherche à faire du chiffre, parce que vous voyez il y a un tableur Excel derrière, c'est très bien pensé, mais c'est toujours aussi moche par contre. Voilà ce que je peux vous en dire pour Thematic Games, qui est là de faire des jeux très sympas, parce que au demeurant Minigolf Designer a des très bons retours sur BGG, mais c'est quand même très vilain, et c'est pas une thématique qui m'attire outre mesure non plus. Donc voilà pour Minigolf Designer avec cette extension Minigolf Empire, 332 contributeurs, on en reparle la semaine prochaine. Présenté il y a 3 jours à peine, Sharks nage en eau trouble, puisque 115 contributeurs, c'est pour l'instant pas suffisant à financer le projet, il en faudra 8500 environ, mais il reste 9 jours avant la fin de la campagne, ça reste jouable. Si vous êtes amateur de requins et que vous voulez bouffer un petit peu de tout et de rien, parfois du bon, parfois du très mauvais ici, hein, par exemple, eh bien ce jeu pourrait potentiellement être pour vous. C'est un jeu très familial qui peut se jouer à partir de, je crois, 8 ans et plus, un truc comme ça, me semble-t-il. Le tout pour 30 à 60 minutes la partie, pour 2 à 4 joueurs. On en reparle aussi la semaine prochaine, si ce n'est que ça pourrait couler avant. Geronimo! Voilà, j'espère que vous portiez un casque sur les oreilles, que ça vaut bien niquer les tympans. C'est le projet présenté le 5 février dernier en provenance de Magic Toaster Studio, j'adore leur nom, le grille-pain magique, c'est formidable, j'adore ce nom est magnifique. 278 contributeurs, 8000 € d'engrangés 9 jours avant la fin de la campagne pour ce petit jeu d'ambiance un petit peu stratégique mine de rien, pour 8 ans et plus, 5 à 20 minutes la partie, 2 à 4 joueurs, c'est complètement barré, j'aime beaucoup le concept, c'est pas du tout un jeu que je me verrais backer, mais c'est fun, vous incarnez donc des lemmings, et donc vous aurez une sorte d'identité cachée, hein, vous serez le marron, le jaune, le rose ou le bleu, et le premier lemmings à tomber de la table, après avoir fait tout un circuit dans lequel vous ferez progresser tel ou tel lemmings en fonction de la carte que vous allez jouer, etc., l'emportera. Voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est marrant. Vous me direz ce que vous en pensez pour Geronimo.
Autre projet présenté dans le menu du crowdfunding du 5 février dernier, il s'agit de The Search for Lost Species. En gros, c'est une refonte visuelle et thématique de Search for Planet X, donc avec plus ou moins les mêmes mécanismes, mais vraiment une thématique radicalement différente, puisque vous allez partir sur une île un petit peu inconnue au bataillon, et vous devrez découvrir l'espèce que vous cherchez, l'espèce disparue, l'espèce légendaire, en gros, sur cette île, après l'avoir explorée de fond en comble pour pouvoir trouver donc cette fameuse espèce perdue, en gros. Pour l'instant, 2000 contributeurs se sont rués sur le projet, ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est pas plus mal, ça veut absolument rien dire. Ce qui est pas mal du tout, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, à 9 jours de la fin de la campagne, et 100 000 € d'engrangés sont franchis désormais. Je fais des phrases un petit peu bancales aujourd'hui, hein, c'est la fatigue, après une grosse journée de travail, et puis le bain et le coucher du bébé, hein, voilà, je me trouve des excuses, il le faut. Donc juste pour checker rapidement, parce qu'il me semble que Search for Planet X avait fait quand même bien mieux que Search for Lost Species, mais bon, c'est une question aussi de thématique peut-être, hein, j'imagine, et aussi peut-être que les joueurs ont l'impression de voir un peu une redite donc, du jeu qui est précédemment sorti, ce qui pourrait se comprendre. Est-ce que le jeu avait été l'objet d'une campagne Kickstarter ou pas? Apparemment non, il était peut-être directement sorti dans le commerce sans passer par la case Kickstarter. Bon, du coup on verra pas le potentiel résultat de ce jeu sur Kickstarter, parce qu'apparemment il n'y a pas de Kickstarter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour Search for Lost Species. Le premier épisode, donc Planet X, avait donc eu, je crois, sa version francophone, donc a priori, même s'il n'y en a pas durant cette campagne-là, on peut se dire légitimement qu'il y aura une version francophone à terme. On verra bien, de toute façon, on en parle une dernière fois la semaine prochaine. On enchaîne avec 10 Tricks, présenté le 5 février dernier, et non, tous les pervers, c'est bien écrit 10 Tricks, mais c'est pas une affaire de tantrisme ou quoi que ce soit, calmez-vous, et calmez-vous, hein. C'est un jeu de Tetris, mais de plateau, et un peu futuriste, le tout pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 30 à 45 minutes la partie, et disponible avec une version française, même si finalement c'est un jeu qui est language independent comme on dit, donc il n'y a pas de texte véritablement sur les cartes, sur le matériel de manière générale, sauf sur les petites les cartes de référence, les cartes d'aide de jeu, mais bon, ça c'est pas très grave en soi. C'est un jeu de Tetris avec des petits pouvoirs, des petites compétences particulières que vous pourrez débloquer durant votre partie. C'est assez sympatoche sur le principe, ça peut aussi faire penser un petit peu à Bullet, qui est récemment sorti sur Matago, enfin chez Matago, pardon, et qui a une vidéo de la chaîne qui en parle, hein, qui vous présente les règles. On avait fait une vidéo il y a quoi, 6 mois à peu près, sur la version originale en anglais. Donc 10 Tricks peut faire un petit peu penser à ça. Pour l'instant, il a attiré un petit moins de 500 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, 17 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé, et je pense qu'on ira probablement aller chercher les 800, 900 contributeurs d'ici la fin de la campagne, à mon avis. Quoi qu'il en soit, on en reparle la semaine prochaine. Encore un jeu présenté le 5 février dernier, cette fois-ci il s'agit de Alinthia. Alinthia, moi je l'ai mal prononcé la première fois, Alinthia avec un joli TH. C'est pour 1 à 5 joueurs, c'est un jeu coopératif et compétitif, ce qui peut aussi expliquer un petit peu le fait que le jeu ne finance pas, ou en tout cas que le jeu en l'état n'attire pas grand monde. Ça devrait pouvoir financer quand même, puisqu'il reste moins de 3000 € pour aller franchir le seuil de financement, donc ça devrait pouvoir se faire 9 jours avant la fin de la campagne. Mais je pense que les jeux, en général, hein, c'est pas forcément toujours le cas, mais en général, quand c'est marqué coop et compétitif, coop ou compétitif plus ou moins, c'est pas toujours un truc qui attire tellement les joueurs, parce que il y a pas mal de jeux qui se sont cassés les dents sur cette modularité, le fait de pouvoir y jouer en coop comme en compétitif, et en solo ici, on le voit ici avec le 1 à 5. Je sais pas, moi je trouve que Alinthia fondamentalement a l'air d'être un jeu assez sympatoche, avec une allure un petit peu amateur mais ambitieux à la fois, vous voyez, amateur genre on n'a pas d'argent mais on essaie de faire un truc assez classe quand même, et ça marche plutôt pas mal. Je suis assez séduit par la proposition en termes de gameplay, en termes de mécanisme, en termes d'apparence aussi tout simplement, même si effectivement ça risque de pas être le jeu du siècle, même si c'est pas le jeu le mieux produit au monde. Je pense que c'est un jeu qui a l'air assez sympatoche malgré tout. Je suis pas suffisamment convaincu pour le backer. En plus, c'est même un petit insert en plastique, je le rappelle aussi, directement sans passer par les stretch goals, donc c'est quand même très sympa. Il y a de la symétrie aussi avec plusieurs guildes que vous pourrez contrôler. Bref, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 5 février dernier pour en apprendre plus. Mais pour moi, Alinthia devrait faire bien mieux que ce qu'il fait actuellement. Donc un petit peu déçu, un petit peu décevant ce résultat, pour un jeu qui va quand même financer malgré tout, que je me verrais bien tenter un jour, mais pas en allant jusqu'à le backer.
J'en parlais il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 21, non pas du 21 du tout, le 21 c'est aujourd'hui quand je m'enregistre, mais du 19 février dernier, Zoo Tales Fruits Basket, donc basé sur le manga éponyme des années 90, donc ça nous rajeunit pas tout à fait, c'est pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 25 à 50 minutes de la partie, c'est pour un jeu de pose de tuiles et puis de collection un petit peu, et de combos via les différents symboles présents sur chacune des tuiles en question, qui ne sont pas en fait des tuiles mais plutôt des cartes. 250 contributeurs pour l'instant, 9 jours avant la fin de la campagne, et 42 000 € d'engrangés, donc avis à tous les fans du manga originel, même si c'est, en termes de mécanisme, rien de particulièrement proche de l'œuvre originale, mais bon, il y a la licence, donc ça peut faire plaisir à certaines personnes. Voilà donc pour ce qui est de Zoo Tales Fruits Basket. Et on termine cette semaine par un projet présenté le 12 février dernier. Il s'agit de l'habituelle quadri-campagne, bon parfois c'est trip-campagne, mais là cette fois-ci c'est quadri-campagne de All Play, précédemment appelé BoardGameTable.com. Il s'agit cette fois-ci de Champ, Cell, Couture et Mindspace. Et comme d'habitude, ils font péter les scores quand même, hein. Enfin péter les scores. Toute proportion gardée, on n'est pas sur du 15 000 contributeurs non plus, mais c'est un des très rares éditeurs sur Kickstarter à réussir à faire des très jolis scores avec plusieurs jeux dans une même campagne. C'est assez rare, et eux, ils réussissent plus ou moins toujours à le faire, et là on va certainement faire un beau score avec certainement du, allez je dirais, pas loin de 6 000 contributeurs d'ici la fin de la campagne à mon avis, pour ce quatuor de jeux, toujours dans des univers radicalement différents, ne serait-ce qu'en termes visuels, comme vous pouvez le voir, mais aussi en termes de mécanismes, puisque là on aura du jeu de pli, on aura du compétitif, on aura du coopératif, on aura aussi du polyomino, bref, il y a un petit peu de tout, il y en a pour tous les goûts, et puis visuellement aussi c'est radicalement différent, bref, il y en aura vraiment pour tout le monde. Vous pourrez composer votre pledge à la carte. Le tout, c'est 19 $ pièce. Hein, donc vous aurez aussi une sorte de ristourne si vous prenez la totale, plus les upgrades et les extensions qui vont avec, bien entendu. Donc il y aura forcément des petits intérêts à les baquer plus que de raison, finalement. Mais encore une fois, je suis pas convaincu, et en même temps quand je vois le résultat du sondage de cette campagne lors de sa présentation sur le menu crowdfunding, ils avaient recueilli je crois 2 voix, un truc comme ça, donc vous êtes apparemment pas beaucoup plus convaincu que moi pour les projets multiples de Board Game Table, ou maintenant All Play, c'est bien ça? Pour rappel, Roll to the Top, Pull in Big Top, il avait fait donc 1800, donc là c'est quand même beaucoup mieux, même s'il y avait d'autres campagnes qui s'étaient bien portées, hein. Par exemple Habitats 9 Lives Basket Boss avait fait près de 3000, donc on est encore une fois bien mieux d'ores et déjà. Qu'est-ce qu'on avait encore aussi? Factory Funner, Bear Raid, Ghosts of Christmas, 4400, donc c'est certainement le plus proche, et c'est pourtant déjà dépassé en l'état, donc c'est vraiment une de leurs campagnes records dans cette catégorie. Voilà donc pour Champ, Couture, Mindspace et Cell. On en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le suivi du menu crowdfunding de cette semaine. Et sans plus tarder, merci encore de m'avoir suivi. Merci Cognaget, à vous les studios.